Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Bon, c'en est où cette histoire de 1er mai finalement? Il y a quelques jours, Gabriel Attal, brillant ancien Premier ministre macroniste, a annoncé en grande pompe l'idée de revenir partiellement sur le 1er mai chômé en autorisant les commerces à ouvrir et à faire travailler leurs employés sur la base du volontariat. Volontariat qu'en langage managérial on appelle aussi le « fais ce que je te dis sinon t'es viring ». Le monde du management adore l'anglais. Bon, finalement c'est pas passé, d'une part parce que la totalité des syndicats se sont mobilisés pour faire bloc contre cette proposition, qui était un coup de canif majeur dans le principal symbole du mouvement ouvrier et de la lutte pour des conditions de travail dignes, et d'autre part parce que le Parti socialiste menaçait clairement de repasser dans le camp de la censure si cette proposition était mise à l'ordre du jour. Et l'avantage, c'est que comme Gabriel Attal avait fait voter une motion de rejet sur son propre texte, nouvelle idée lumineuse des macronistes pour contourner les débats et l'obstruction et se contenter de faire voter le texte une fois qu'il est exactement comme ils veulent, et le gouvernement a juste eu à ne rien faire et laisser la loi mourir sans l'envoyer en commission mixte paritaire. Réponse du camp d'Attal rapportée par mon collègue Niels Wilke, excusez-nous d'avoir des idées. Sacrées idées. Du coup, bravo les camarades, on a gagné. Eh ben non, parce que non seulement le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi pour une mise en application si elle était votée au 1er mai 2027, mais en plus il a décidé d'appliquer cette nouvelle loi alors qu'elle n'est même pas encore votée. Donc le 1er mai, le gouvernement a assuré que les boulangers et autres fleuristes pouvaient ouvrir, que l'inspection du travail serait incitée à ne pas verbaliser et que si d'aventure elle le faisait, ce ne serait pas suivi d'effet. C'est littéralement une incitation à l'illégalité si vous vous demandez. Le gouvernement incite des gens à enfreindre la loi dont il est le garant. Le message envoyé est incroyable. Du coup, vu que tout le monde semble avoir oublié, on va faire un rappel de ce qu'est le 1er mai. Une fête, une journée de revendication internationale, un symbole de la lutte des classes, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'à l'origine du 1er mai, il y a la lutte pour les 8 heures de travail journalier. En effet, au 19e siècle a lieu l'industrialisation, ou révolution industrielle. Un changement rapide des modes de production qui fait passer les sociétés d'un modèle agricole et artisanal à un modèle commercial et industriel. Et la révolution industrielle vient avec un bouleversement des modes de travail et le développement d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Des millions d'individus qui se retrouvent à travailler dans les manufactures pour le compte d'une nouvelle classe en pleine explosion, la classe bourgeoise. Classe ouvrière que le théoricien Karl Marx inclut dans un ensemble plus grand, le prolétariat ou l'ensemble de la classe sociale opposée à la classe capitaliste. En d'autres termes, les personnes qui ne possèdent pas les moyens de production et doivent donc vendre leur force de travail à ceux qui les possèdent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pendant la plus grande partie du 19e siècle, le prolétariat est soumis à des cadences et à des conditions de travail infernales qui concernent aussi les enfants. Dites-vous qu'en France, il faut attendre 1841 pour que le travail des enfants soit interdit, et encore seulement en dessous de 8 ans. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas des monstres. Entre 8 et 12 ans, ils n'auront plus à travailler que 8 heures par jour. Ne remerciez pas. Un témoignage bien parlant de comment se faisait l'entrée dans le monde du travail au début du XXe siècle, c'est celui de l'ouvrière et syndicaliste Lucie Beau, dans un article qu'elle a écrit pour le mouvement socialiste en 1908. Elle entre à l'usine à 12 ans comme apprentie tisseuse, elle bosse dans une usine où l'on trouve environ 800 tisseuses et travaille 12 heures, parfois 13, voire parfois 14 heures par jour. C'est dans le contexte de ces conditions de travail que le mouvement ouvrier émerge et avec lui une lutte pour de meilleures conditions de travail. Et l'une des revendications majeures, et ce dès le 19e siècle, c'est la lutte pour les 8 heures de travail quotidien. Et c'est avec cette revendication-là qu'émerge la date du 1er mai. Le point de départ, on pourrait le situer aux États-Unis. Le 1er mai, c'est alors ce qu'on appelle le Moving Day. C'est le jour où les entreprises font leur bilan comptable et où les ouvriers doivent partir pour changer de travail. Oui, parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas particulièrement de contrat fixe non plus. Faudrait voir à pas en demander trop. Des syndicalistes américains proposent en 1886 de faire une grève générale pour exiger le passage à 8 heures de travail quotidien à dater du 1er mai. Dès le mois de mars, des grèves parfois violentes éclatent donc et elles sont réprimées par les forces de l'ordre. Sur les 340 000 grévistes, environ un tiers obtiennent effectivement les 8 heures de travail. Mais pendant ce temps-là, à Chicago, la police tire sur les grévistes, faisant 6 morts et une cinquantaine de blessés. Puis le lendemain, une bombe explose parmi les policiers, ce qui mène à l'arrestation puis à la condamnation à mort de plusieurs militants anarchistes, malgré le manque de preuves de leur culpabilité. Ils sont pendus un vendredi, qui est dès lors dénommé le Black Friday, ce qui n'a rien à voir avec le Black Friday d'aujourd'hui. Non, ça aurait été ironique,
Mais non. Toujours est-il que suite à ces événements, l'internationale syndicale fait émerger l'idée d'un 1er mai qui serait un jour de grève international partout où existe la liberté d'association et de réunion. Le nom de cette journée n'est pas encore ultra défini, mais on commence à partir des années 1890 à parler de fête du travail. Et puis, lors de l'un de ces rassemblements, le 1er mai 1891, un nouvel événement a lieu, cette fois-ci en France, dans la petite ville de Fourmies. Toujours dans le cadre de la lutte pour la journée de travail de 8 heures, l'armée française tire sur une manifestation pacifique en faisant plusieurs morts, dont 2 enfants. Cet événement dramatique est largement couvert par la presse française, d'autant plus que ce sont les manifestants qui sont condamnés par la justice, alors que c'était la police qui avait tiré. Le retentissement de ce drame contribue à cimenter le 1er mai comme la journée de la lutte des travailleuses et des travailleurs pour leurs droits, ainsi que la journée où ils et elles rendent hommage à leurs camarades assassinés. De manière progressive, le 1er mai s'institutionnalise. Assez logiquement, c'est la Russie soviétique qui est le premier pays à en faire une fête nationale en 1920. Ainsi, en Russie après 1920, le 1er mai n'est plus un jour de grève, mais bien un jour chômé, où on ne travaille pas. Toutefois, dans les autres pays et dans le monde capitaliste, le 1er mai reste un jour de grève, et donc non payé. Et ça fait toute la différence parce que c'est pas un jour férié. Participer au 1er mai, c'est un engagement militant, à une époque où les syndicats sont extrêmement puissants. Le 1er mai permet aussi aux syndicats de se compter, de jouer le rapport de force contre le capital. Les 1er mai qui ont lieu pendant la période du Front populaire, entre 1936 et 1938, sont particulièrement puissants, portés par la CGT bien sûr, mais aussi par les partis politiques, comme le PCF ou la SFIO. On parle dès lors de fête des travailleurs. Le 1er mai 1936, c'est notamment le point de départ du mouvement de grève de mai-juin 1936, qui se fait en même temps que la formation du gouvernement du Front populaire. À rappeler que le programme du Front populaire était relativement modéré pour l'époque, mais les revendications des grévistes, qui organisent un mouvement social festif, mènent à obtenir en juin les accords de Matignon. Augmentation des salaires, mise en place de délégués du personnel, interdiction de sanctions pour fait de grève, mais aussi, bien sûr, la semaine de 40 heures et l'établissement de 2 semaines de congés payés. Les 1er mai sont d'autant plus importants et massifs qu'à cette époque, la classe ouvrière est nombreuse et aussi très syndiquée. La CGT en 1945, c'est 4 millions d'adhérents par exemple. Aujourd'hui, c'est 800 000. Or, la Seconde Guerre mondiale arrive, et avec elle, le régime de Vichy, dirigé par Philippe Pétain. Artisan du concept de révolution nationale, Philippe Pétain, dans la lignée de l'extrême droite de son époque, se vend comme une 3e voie entre socialisme et capitalisme, et prône en fait un retour au corporatisme, qui était le modèle économique dominant avant la révolution industrielle. Ce retour est présenté comme une alliance entre la classe bourgeoise et la classe prolétaire, un compromis de classe qui gommerait la lutte des classes. Le 1er mai est pour autant maintenu, mais le gouvernement de Vichy tente de le vider de sa substance. La fête des travailleurs devient la fête du travail et de la concorde sociale, et elle est associée à une fête religieuse catholique, la Saint-Philippe. En revanche, c'est le gouvernement de Vichy qui fait du 1er mai une journée fériée et payée, ce qui peut paraître incohérent, mais n'est pas tellement illogique quand on sait que le gouvernement de Vichy voulait faire du 1er mai une fête quasi dépolitisée, limite religieuse, un peu comme Noël par exemple. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le terme fête du travail est très controversé, parce que c'est celui qu'a choisi Vichy pour tenter de vider le 1er mai de sa substance. C'est pour cette raison que même si le terme est toujours utilisé, on a tendance à préférer le terme Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Enfin, en 1946, après la Seconde Guerre mondiale et alors que les communistes sont pour la première fois dans un gouvernement de la République, la fête des travailleurs est réinstaurée sous son ancienne forme. Mais elle est maintenue comme un jour chômé et payé, avec le soutien du ministre du Travail de l'époque, également artisan de la sécurité sociale moderne, Ambroise Croizat. Le 1er mai devient donc un événement festif lors duquel les syndicats organisent de grands défilés et font connaître leurs revendications. Autre symbole pétainiste qui s'est maintenu, la vente de muguet, même si ça s'explique aussi tout bêtement par le fait que le muguet est assez facile à trouver en mai. Dans les années 50, déjà, le défilé du 1er mai se retrouve rapidement interdit, dans le contexte des guerres d'indépendance et de l'état d'urgence. Il faut attendre mai 68 pour que la CGT organise de nouveau un défilé lors du 1er mai, et c'est donc depuis le 1er mai 1968 que le défilé est redevenu une tradition chez nous. Et puis, les décennies passent, la mémoire des grèves réprimées dans le sang, de la lutte pour la journée de 8 heures qui a été obtenue depuis longtemps, tente à devenir plus floue, plus abstraite pour les nouvelles générations. Et c'est dans ce contexte que certaines personnalités ou partis politiques tentent de faire ce que le gouvernement
gouvernement de Vichy avait voulu faire en son temps, récupérer le 1er mai pour le dépolitiser et le vider de sa substance. Au-delà du Front National qui organise son défilé de Jeanne d'Arc le 1er mai, le premier à avoir fait ça ces dernières années, c'est l'ancien président de la République, fan de bracelet, Nicolas Sarkozy. Jouant sur l'ambiguïté du terme « fête du travail » qui est resté très utilisé, il essaye le premier de la remaquiller en 2012 en une fête du vrai travail. Sous-entendu, un jour où l'on fête le fait de travailler, le fait d'aimer travailler. Quelques années plus tard, en 2019, c'est le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui nous fait le même coup en souhaitant un bon 1er mai à tous ceux qui aiment le travail. Difficile d'ailleurs de pas voir ça comme une évolution de ce qu'avait voulu faire le gouvernement de Vichy dans les années 40. Juste que là où Vichy avait voulu en faire une fête quasi religieuse, dans une France encore très catholique, ici on a des dirigeants qui essayent d'en faire un genre de fête laïcarde, une fête du travail dépolitisée. L'occasion de rappeler que lors du 1er mai, on ne fête pas le travail, on fête les personnes qui travaillent et qui se battent pour leurs droits. Parce que ces dernières années, entre le détricotage du droit du travail, la multiplication des accidents du travail et les nombreuses attaques contre le droit au repos des personnes qui travaillent, le 1er mai, mine de rien, a repris pas mal d'importance. Et c'est peut-être justement l'une des raisons qui explique pourquoi il est la cible d'attaques de plus en plus régulières des gouvernements macronistes. Quand Gabriel Attal compare la journée internationale des travailleurs et des travailleuses à d'autres jours fériés comme Noël par exemple, où les commerces ont quand même le droit d'ouvrir, il s'inscrit dans cette volonté de plusieurs dirigeants français avant lui de dépolitiser le 1er mai et d'en faire une fête comme les autres, qui n'empêche pas les commerces d'ouvrir s'ils le souhaitent. Enfin, si les patrons le souhaitent. Et on va pas se mentir, c'est déjà pas mal le cas. Entre les dérogations et les contournements de la loi qui permettent par exemple au McDo d'ouvrir le 1er mai, et le non-respect frontal de la loi par les boulangers, fleuristes et autres, qui pour la plupart ouvrent ce jour-là et font bosser leurs employés sans être sanctionnés, la journée internationale des travailleurs et des travailleuses est remise en cause de manière très frontale. Et c'est ce qui rend d'autant plus important de la défendre, parce que le 1er mai, c'est pas juste un jour férié, c'est un symbole. Et les symboles, dans une société, ils ont leur importance. Détruire un symbole de la lutte des classes, comme veulent le faire les macronistes actuellement, c'est aussi vouloir faire oublier comment les droits s'obtiennent. Et il vaudrait mieux ne pas oublier comment on les obtient. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux différentes chaînes du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!